Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de parler fort. Je suis ravie d'être avec vous. Merci d'être venus. Donc, le thème de la table ronde, pour rappel, c'est restauration. Quelle nouvelle méthode de travail pour se démarquer pendant la crise? Donc, je suis Sophie Franco, je suis cofondatrice de la Food Locale. Et pour répondre à cette question, donc, on n'a pas pris n'importe qui. Alors, je vais faire les présentations de gauche à droite. Si jamais vous allez en terrasse d'un bar et que vous commandez un cocktail avec un QR code, ça sera sûrement l'entreprise de Cédric Brunet, donc My Limonade, qui est derrière ce système. Donc, je vous présente Cédric Brunet. Si demain, vous réservez une table au restaurant en ligne, il se peut fortement que ce soit table online, donc le concept d'Antoine Girard, donc qui soit derrière cette application. Pareil, vous voulez vous marier ou vous organisez un événement d'entreprise, vous allez prendre un traiteur. Le mieux, c'est qu'il favorise les circuits courts et qui respecte les saisons. Donc, ça sera sûrement l'Ateliette, donc qui a été fondée par Juliette Boson. Et si vous êtes un professionnel de la restauration ou un expert et que vous gravitez autour de ça, vous vous dites sûrement qu'à Toulouse, il n'y a pas de club d'affaires dédié à la restauration. Et ben, c'est justement ce que Jérémy Simon-Klein il vient de fonder avec son associé. Donc, je vous présente les intervenants de la table ronde. Donc, vous le savez tous, c'est un peu compliqué pour la restauration en ce moment. Pour rappel, donc, la capacité moyenne d'un restaurant avec place assise, elle a chuté de 31% sur ces 6 derniers mois. La baisse de chiffre d'affaires est estimée à 51% sur le premier semestre. Donc, on est vraiment dans une situation qui est quand même problématique. Aujourd'hui, il faut penser à se démarquer. Donc, pour commencer, on va faire un petit peu on va remettre dans le contexte. Donc, toi, Juliette, il y a 6 mois, donc, le gouvernement annonce le confinement généralisé. Il ferme les restaurants, les événements s'annulent. Donc, toi, tu es traiteur. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Alors, ça s'est passé même avant l'annonce du confinement, pour être exact. Alors, moi, je vais parler vraiment du côté traiteur événementiel. C'est de la restauration, mais on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques qu'en restauration traditionnelle, même si, bien sûr, on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Donc, nous, dès la fin du mois de février, on a commencé à sentir que quelque chose se passait. On ne savait pas vraiment ce que c'était. En l'espace d'une semaine, tous nos événements ont été annulés pour une période de 3 mois. Donc, ça a été vraiment très, très angoissant. On s'est retrouvés très seuls face à cette situation parce qu'en traiteur, moi personnellement, je ne connais pas d'autres traiteurs. On est choisi sur une prestation et on n'en croise pas d'autres. Du coup, on n'a pas de réseau. On connaît des photographes, des DJ, mais on ne connaît pas d'autres traiteurs qui font le même métier que nous. Et on s'est retrouvés vraiment très seuls. On s'est demandé d'abord si c'était nous qui avions fait une erreur quelque part. On a naïvement été sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les sites d'avis pour voir si on avait été blacklisté, si je ne sais pas si s'était passé quelque chose. Et puis on a vite compris que non, que c'était pas de notre faute. Et au lieu d'être très soulagé, on a pris encore plus peur. Parce que quand on a un souci commercial avec un client, ça n'arrive pas souvent, hein, mais ça arrive, on peut le gérer, on peut discuter, on peut négocier. Là, on ne savait pas ce qui nous tombait dessus, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et du coup, on était devant une incertitude énorme. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même appelé un autre traiteur que je ne connaissais pas, qui était Bicoque Traiteur. Et ils ont été absolument adorables et je les remercie vraiment. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre qu'on était tous dans la même situation. Et même une semaine avant le confinement, moi, tous mes employés étaient déjà au chômage partiel parce qu'il y avait plus de travail et le carnet de commandes était complètement vide. Ouais, donc là, les restaurants, donc, toi, ton carnet de commandes se vide, les restaurants ferment. Ouais. Toi, Cédric, donc tu lances ton entreprise à peu près à ce moment-là, donc juste après le confinement. On fait un petit bond de 3 mois. Tu commences à démarcher les restos, donc au début de l'été. C'est quoi le constat que tu fais à ce moment-là? Alors, on l'avait lancé un petit peu avant et on s'était dit, même chouette, février-mars, on va pouvoir bien se prospecter tous les établissements, notamment sur les côtes, en station balnéaire. Le confinement arrive. Bon, on a profité pour refondre l'application.
Et derrière, comme tout est tombé de manière presque instantanée, le déconfinement, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que beaucoup d'établissements n'ayant pas trop de visibilité ont redémarré un peu au pied levé, sont concentrés sur la possibilité de refaire du chiffre tout de suite. Ce qui est très positif, c'est que ce qu'on a vu en démarchant les côtes, que ce soit Atlantique ou Méditerranée, c'est que cette année a été a priori exceptionnelle. Enfin, concrètement, à chaque établissement où à partir de mi-août on disait sinon comment se passe le business, derrière le masque on avait du mal à ne pas voir le sourire et les dents bien dehors du restaurateur ou de l'établissement. Ce qui est positif aussi, c'est que du coup beaucoup se sont dit que des solutions digitales comme celle-ci, ça pouvait être un plus pour la saison prochaine. En revanche, il y a un constat qui est relativement différent quand on adresse les établissements qui sont dans les villes. Alors on a peu adressé Paris pour le moment parce que déjà pour des problèmes de mobilité c'était pas si évident que ça d'y aller, mais que ce soit sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Montpellier, on a quand même des gens qui ont fait une moins bonne saison, serrent un peu les dents et les resserrent d'autant plus qu'avec des épisodes comme ce qui vient de se passer sur Aix-Marseille, on a un peu cette impression que ils vivent avec cette espèce de Damoclès et au final sont pas forcément fermés à quoi que ce soit, mais leur perception du futur est tellement brouillée et tellement floue que pour le moment c'est statu quo et on attend de voir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Ouais, c'est difficile d'avoir de la visibilité. Donc tu parlais de Paris, justement Antoine, toi tu as pas mal de clients à Paris. Tu disais que tu observais qu'il y avait quand même deux vitesses et que Paris a été les restaurants parisiens ont été particulièrement touchés par la crise. Lors de notre échange, tu me citais l'exemple d'un resto qui s'en est plutôt bien sorti à Paris et j'aimerais que tu nous en parles parce que je trouve que cet exemple, il est super intéressant. On parle de la Tour d'Argent du coup à Paris. Oui, alors nous, effectivement, alors juste pour revenir un petit peu sur comment ça s'est passé quand même pour nous le 14 mars là, puisque ça a été, on travaille avec plus de 2000 restaurants en France et même à l'étranger. On l'a appris comme tout le monde, hein, et alors nous, ça a été une énorme vague de travail la semaine qui a suivi avec tous les restos qui ont appelé en catastrophe pour pouvoir annuler toutes leurs réservations sur des mois à venir, parce qu'en gros, ils n'avaient aucune visibilité. Donc ça a été énormément de stress des restaurants, essayer de les calmer. Enfin voilà, il y avait aussi un rôle d'accompagnement, sachant que voilà, nous, ça fait maintenant presque 15 ans qu'on fait ce travail-là. Donc on fait partie des pionniers de la digitalisation du restaurant. Donc en fait, on a créé un lien assez fort avec eux et sur leur accompagnement à leur numérisation. On en parle encore en 2020, mais en 2010, on en était encore très loin. Donc en fait, quand ils ont un problème et une anxiété autour du numérique, en général, c'est sur nous que ça tombe. Donc il y a eu toute cette vague-là donc pendant les 2 premières semaines. Après, donc effectivement, une espèce de silence radio. Alors nous, évidemment, on s'est organisé pour accompagner les restos. On a fait des webinaires, des machins. On a sorti des fonctionnalités pour leur permettre de garder le contact avec leurs clients. Enfin bon, bref. Il y a eu pas mal de travail fait là-dessus. Et effectivement, alors, pendant la fermeture, très clairement, tout le monde était logé à la même enseigne. Comme le dit Cédric, nous, forcément, on voit très bien les volumes de réservation dans les restos. Donc, il y a eu clairement 2 vitesses. À la reprise, c'est reparti très fort en province. Ça s'explique très simplement, hein. Les gens ne sont pas partis à l'étranger, donc sont partis en vacances, donc ont déserté les grandes villes. Alors, les villes de province sont restées quand même relativement épargnées. Paris, ça a été vraiment une Paris, c'était vide. Ville morte. Tous les palaces, aujourd'hui, c'est fini, hein. Clairement, ça va être très très compliqué pour eux de repartir. Avec effectivement quelques établissements à droite, à gauche, mais c'était très difficile, hein. Donc le cas de la Tour d'Argent est intéressant. Donc restaurant emblématique, c'est un de nos clients et c'est d'ailleurs même un de nos associés puisqu'ils ont investi chez nous il y a quelques années.
Donc on a pu suivre un petit peu leur pivot, parce que là on peut clairement parler de pivot exactement comme une start-up. C'est d'ailleurs ce qu'on a beaucoup observé pendant toute cette période, c'est que les restos ont dû devenir des start-up. Moi je l'ai souvent dit dans différents lieux ou discussions, les restos ont été obligés d'être agiles comme des start-up. Et ça n'aurait été jamais arrivé. Nous, on vit ça depuis des années. On doit changer nos réflexions, nos modèles, etc. en permanence parce qu'on découvre finalement notre métier au fur et à mesure. Le restaurant, il n'a jamais eu à faire ça. On lui a toujours dit, bah voilà, c'est comme ça, tu as ton bilan, c'est comme ça, voilà tes ratios, etc. Là, du jour au lendemain, leur métier, il change. Et on a vu des gars qui se sont effondrés et d'autres, alors l'exemple de la Tour d'Argent est parfait, qui ont réussi à pivoter. Alors il faut savoir que la Tour d'Argent, c'est une très grande maison, très vieille maison, institution, mais qui a été reprise par le fils André Terrail en 2006, qui a une formation de management, etc., donc qui a plutôt une vision un peu jeune et qui a su rebondir. Eux, ils ont réussi à complètement dématérialiser leur restaurant. Donc ils ont pu, par exemple, vendre à distance les fameux canetons de la Tour d'Argent qu'on vient en général manger. Ils voulaient livrer directement, ils en ont vendu partout en Europe, directement à la maison, prêt de préparer. Il n'y avait plus qu'à les réchauffer pour essayer de vivre l'expérience de la Tour d'Argent. Dès le moment où on a pu être déconfiné, ils ont commencé à faire la tour chez vous. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent avec tout leur matériel, l'argenterie, etc. Et ils reconstituent la Tour d'Argent chez vous. Donc, évidemment, ce n'est pas gratuit comme prestation, mais ça correspond à la clientèle de la Tour d'Argent. Donc, ils ont réussi de manière très intelligente, tout en gardant leur image de marque, qui est très, très forte et qui est très calculée, à trouver de nouvelles expériences. Et ça, on l'a vu, alors il y a cet exemple-là, mais on l'a vu dans pas mal de restaurants. Il y a beaucoup de restaurants qui ont utilisé cette période-là pour revenir un petit peu à la définition de leur métier et de se dire, en fait, quel est mon métier ? Mon métier, c'est de prendre des produits et de les transformer, de les magnifier, comme on pourrait dire, pour quelqu'un. Et donc, ça veut dire que ça prend forme dans plein de domaines, pas forcément que dans une salle assise avec une assiette. Donc on a vu click and collect, on a vu plein de trucs, mais c'est très intéressant de voir l'imagination qu'ont pas mal de restaurants pour arriver à se diversifier, tout en restant quand même dans leur cœur de métier, à savoir transformer des produits pour faire à manger dans le cadre d'une expérience. Et je trouve que cet exemple, il est très significatif, et tu parlais de pivoter. Donc alors là tu nous parles du dirigeant donc, qui a une formation en management, donc c'est peut-être plus simple. Quand on est restaurateur ou restauratrice et qu'on n'a pas forcément cette formation-là, comment on fait ? Je pense que c'est de ce constat-là que vous avez décidé de fonder Dozer juste après du coup le confinement. Désolé. Tu peux nous en parler ? Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, les restaurateurs, ils ont eu un laps de temps très court en fait, pour trouver des nouvelles manières de communiquer auprès des clients, enfin des consommateurs, mettre en avant les produits aussi. Donc il y en avait qui n'avaient pas fait de communication en ligne parce qu'ils n'avaient jamais eu ce besoin en fait, pressant de dire regardez, on a quelque chose, de l'amener directement au niveau du consommateur. On peut prendre l'exemple par exemple du Connexion aussi là, qui est en train de pivoter, qui est fermé normalement jusqu'à mars. Et là, en un mois, il faut complètement changer en fait l'établissement pour en faire on va les aider pour les transformer en marché couvert. Donc ça, c'est des trucs qui sont complètement nouveaux. Effectivement, ils n'ont pas forcément les compétences ou les connaissances. Et donc Dozer, c'est une idée qu'on avait eue il y a un an en fait d'accompagner justement les restos et les agriculteurs sur des pivots, sur la transition numérique. Et là, on s'est dit, il faut le faire maintenant parce que ce n'est pas dans un an qu'ils en auront besoin. C'est maintenant qu'ils ont besoin de transformer le lieu, de transformer la communication, de transformer les produits. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut se réunir. Ça existe déjà à Lyon. Il y a déjà un regroupement d'entreprises à Lyon qui est très fort. Et à Toulouse, en fait, on a plein de petits pôles d'expertise, de restaurants. Il y a l'UMI, le GNI Sinorcat qui existe, mais sous forme de syndicat. Et il n'y avait rien en fait, qui fédérait l'écosystème de la restauration en local et autour. Donc on s'est dit, il faut faire ça tout de suite, quoi. Donc ça vient de se lancer et c'est la première fois à Toulouse que ça arrive. Donc on parle digital.
on sait que la restauration et le digital, c'est pas forcément toujours une relation qui est évidente. Est-ce que tu fais un constat sur cette dernière année, du coup, Antoine? Est-ce que tu sens une évolution? Ah oui, très clairement. Je vais reprendre, moi, comme je vous dis, hein, quand j'ai démarré mon entreprise, le digital et la restauration, c'était deux mondes qui ne se parlaient pas. Il y avait les systèmes d'encaissement dans les restaurants et c'était bien le seul truc informatique qu'il y avait là-dedans. Aujourd'hui, les restos sont beaucoup plus digitalisés, mais, et je pense que Cédric, tu dois le vivre régulièrement, il y a encore une méconnaissance de l'intérêt de la chose. Alors, il est clair et net que la crise sanitaire a changé la donne. Nous, c'est pas compliqué, à partir du 20 mai, quand il y a eu les annonces de réouverture des restaurants, donc le 2 juin, à partir du 2 juin, on a eu un volume de vente, mais jamais observé depuis l'histoire de notre entreprise. Au mois de juin, on a fait l'équivalent de 4 mois de vente. Donc en fait, on a rattrapé nos 2 mois de zéro pointé quasiment. On a fait quand même quelques ventes pendant le confinement, mais en l'espace d'un mois. Donc après, on a le deuxième effet qui se coule de tous les restos qui ferment parce qu'ils n'ont pas eu la trésor, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, clairement, il y a beaucoup de restaurants qui se sont dit, c'est le moment là, il faut que je m'y mette, j'ai plus le choix. Voilà. Donc oui, là il y a une vraie prise de conscience. Alors après, c'est comme tout, hein, y a un petit phénomène d'accélération. Là, on recommence, on le sent bien. Hein, sur le mois de septembre, on a repris un petit dip. Là, ça va sûrement se réaccélérer. Mais oui, j'en ai parlé avec des collègues ou même mes propres concurrents. On a échangé il n'y a pas très longtemps, qui ont évidemment le même problème que nous. Hein, c'est-à-dire arriver à faire comprendre aux restaurants qu'il faut se digitaliser. Ils disent, on a peut-être gagné 18 mois là. En l'espace de 2 mois, on a fait un pas en termes de maturité de marché, c'est très clair. Et donc toi, Juliette, justement, le confinement, en fait, tu fais partie de ces professionnels de la restauration qui prennent conscience de l'importance du digital à ce moment-là. Et donc, après le confinement, tu te lances dans la livraison emportée. Donc toi, tu es traiteur, donc tu le fais sous forme de brunch et de plateau apéro, c'est ça? Alors en fait, nous, le dilemme, ça a été, est-ce qu'on fait des plats emportés déjà pendant le confinement? Parce que c'est très difficile quand on a des semaines de 60-70 heures d'un coup de se retrouver à la maison et pas de plus rien avoir à faire parce qu'on avait quand même plein de choses à faire, mais d'attendre. Et le dilemme, c'était vraiment de savoir si on faisait un projet pour le confinement, mais en même temps, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Au début, on était parti pour 15 jours, puis 15 jours de plus, puis un mois de plus, mais au premier jour du confinement, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Nous, effectivement, on avait un site internet vitrine et on axait toute notre communication sur les réseaux sociaux parce qu'on n'avait jamais eu besoin d'avoir plus, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, tout simplement parce qu'on s'adressait plus à une clientèle d'entreprise et moins de particuliers. Là, toutes les entreprises étant fermées, tous les employés étant en télétravail, on n'avait plus du tout notre clientèle habituelle. Et en plus, nous, en traiteur, on n'a pas de lieu physique pour vendre. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de clientèle attachée au quartier, on fait que de l'événementiel. Donc, on s'est retrouvés un petit peu démunis. Et du coup, faire de la livraison de plateaux repas ou de plats emportés, tout simplement, ça nécessitait pour nous une organisation énorme. Des investissements aussi, puisqu'il fallait du coup investir dans un site de e-commerce. Il fallait trouver des réseaux de distribution, des emballages, alors qu'il n'y avait pas de fret, que les frontières étaient fermées, que les transporteurs ne livraient pas. Enfin, on avait plein de fournisseurs qui étaient fermés aussi. Donc, c'était vraiment hyper compliqué de reconstituer une offre avec ce qu'on avait de disponible à ce moment-là. On a pris du coup l'option 2, celle d'attendre et de voir un peu comment ça se passait et de préparer surtout l'après, le déconfinement en fait. Donc on a rassuré nos clients, on a essayé de les inciter au maximum à reporter leur mariage sur l'année 2020 et pas sur l'année 2021. On a commencé à réfléchir à une offre un peu différente pour se démarquer aussi de la concurrence parce que
clairement, tout le monde s'est mis à faire des plats emportés quand même. Donc on a construit, nous, une offre de brunch, de plateaux apéritifs qui nous semblait bien aller avec la saison estivale. C'était très compliqué aussi. On a pris une application qui, je pense, n'était pas du tout adaptée à nous, mais qui nous revenait à pas trop cher et qui nous permettait de pas trop investir, vu qu'on n'avait aucune visibilité de savoir si ça allait marcher ou pas, puisque c'était un marché complètement différent et nouveau pour nous. On n'avait pas envie d'investir trop dans cette histoire non plus. Donc on a testé ça. C'était pas très probant. Il y a des problèmes sur l'application. Hein. Enfin, oui. il y avait des fonctionnalités qui manquaient. C'était un peu ça. Ouais. En fait, le plus gros souci qu'on a eu, c'était la gestion des stocks sur l'application. Parce que on mettait par exemple 15 plateaux apéritifs de telle sorte. Et puis en fait, les gens commandaient. Et il fallait que nous, on soit derrière l'ordinateur pour appuyer sur le bouton et dire stop, il n'y en a plus. Et en fait, c'est pas possible quand on est en cuisine toute la journée, qu'on répond au téléphone, qu'on a plein d'autres choses à faire. On ne peut pas faire ça. Et c'est vrai que le digital, du coup, on a été obligé de s'y mettre un petit peu, doucement hein, encore. Mais pour nous, c'était vraiment une problématique. Ça regroupait vraiment plein de choses qu'on ne savait pas faire. Moi, j'ai fait une école de cuisine, je n'ai pas fait d'école de commerce. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, je pense que les gens qui ont vraiment bien réussi pendant le confinement et juste après le confinement à faire quelque chose de chouette sur les réseaux, sur leur site internet, c'est des gens qui avaient déjà un petit peu de formation avant et qui avaient déjà un peu entamé leur transition vers le digital, tout simplement. Après, voilà, nous, on a fait ce choix-là. Après, on avait aussi des contraintes personnelles. Hein. Les enfants n'avaient plus école, donc il fallait aussi les garder à la maison. Et ça, c'est... voilà. Quand on est indépendant, réalité, c'était important aussi de pouvoir le faire. Donc, voilà. Et là, on cherche des solutions en ce moment pour rebondir. On a plein d'idées. Elles ne sont pas toutes faisables. Elles ont toutes énormément de problématiques différentes. Et on cherche encore. Donc, du coup, quand on décide de se lancer dans le digital, alors qu'on ne l'a jamais fait, parfois il y a des expériences qui ne sont pas forcément top. Cédric, et donc forcément, on peut être encore plus réfractaire du coup à ça. Cédric, tu dirais quoi? Quand tu parles d'expériences qui ne sont pas forcément top, de revenir sur... Non. Non, toi, tu as une expérience top, mais je parle de ce qu'elle... Donc, je rebondis sur ce qu'elle dit, en fait. Pour faire la transition, j'ai raté ma transition, en fait, c'est ça. Donc, en fait, toi, tu dirais quoi à une restauratrice, un restaurateur, un traiteur qui, du coup, est réfractaire au digital? Parce qu'en fait, tu es parfois confronté à ça quand tu démarches. Oui, alors, en fait, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est d'enlever leur costume de restaurateur et de se mettre... un peu plus d'un point de vue client. Moi, l'idée, elle m'était venue au ski, en attendant pendant presque une demi-heure qu'un saisonnier arrive à venir savoir ce que je voulais juste une bière. Je me dis, est-ce que vous êtes au ski, monsieur restaurateur, est-ce que vous trouvez plus sympa de passer 25 minutes à attendre quelqu'un pour commander un Perrier et avant de repartir skier, ou est-ce que vous trouvez finalement assez pratique de pouvoir directement le commander depuis votre téléphone et de repartir derrière? Et c'est là où il y a un peu, c'est un peu schizo, mais quand on se met d'un point de vue client, les gens sont relativement d'accord pour dire que le digital, ça amène des choses assez positives, mais d'un point de vue établissement, il y a encore l'image un peu de... c'est de l'informatique, c'est compliqué, il va falloir que je me connecte sur des trucs, ça va bugger, j'aurai des problèmes de Wi-Fi... donc le travail, c'est d'expliquer que les solutions qu'on propose maintenant, elles sont suffisamment intuitives et simples d'utilisation pour que les gens arrivent à les manipuler sans y perdre 2 heures par jour, quoi, concrètement. Et c'est vrai que il y a aussi une multitude de petits services qui sont apparus autour, et on se met de la place d'un restaurateur. S'il devait passer 15 minutes à écouter tous les gens qui ont envie de lui présenter un service digital aujourd'hui, d'autant que le digital dans la restauration, c'est
on est là pour en parler, mais on en parle beaucoup un peu partout. Il passerait presque des journées complètes à recevoir des démarcheurs qui viennent lui présenter, Mais une solution. c'est ça justement. Donc, il y a une offre énorme aujourd'hui. On le voit quand on démarche un restaurant, il y a 5 personnes qui font la queue derrière. Qu'est-ce qu'on conseille à un professionnel de la restauration pour bien choisir? Du coup, c'est une question ouverte. Antoine, peut-être? Ouais, je fais la continuité de ce que dit Cédric sur. Enfin, moi, ce que j'explique à un restaurateur quand il veut pas se mettre au numérique, je lui explique que son métier, il a changé. Il y a 10 ans, un restaurateur, c'était un artisan. Enfin, 20 ans, c'était un artisan. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Donc, comme moi et comme nous tous là. C'est-à-dire qu'en fait, on doit savoir faire notre métier de base, notre cœur de métier. Donc, lui, c'est de cuisiner. Mais tout ce qui va autour dans l'entreprise, et tout ce qui va autour dans l'entreprise, ça passe aussi par le marketing, les outils, etc. Donc au même titre que moi, en tant que patron d'entreprise, j'ai besoin d'un CRM à un moment donné pour pouvoir gérer mon démarchage, ma clientèle, etc. Et je vais tester des outils ou je vais demander à quelqu'un de me tester, enfin peu importe, mais en tout cas, je sais que j'ai besoin de cet outil-là pour travailler. Et je ne vais pas passer ma vie sous Excel à l'arrache parce qu'à un moment donné, ça fait partie de ma stratégie commerciale. Donc un resto a une stratégie commerciale aussi. Il doit avoir une stratégie commerciale. Voilà. Non mais voilà. En fait, il faut qu'ils comprennent que c'est une entreprise de A à Z. Donc ces problématiques-là doivent prendre une place dans son temps au même titre que trouver une nouvelle recette. Voilà. Et donc, effectivement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, à un moment donné, il va falloir diminuer certains postes pour pouvoir laisser plus de place à des postes qui n'existaient pas il y a 20 ans. Ça, c'est vrai. Et dans 10 ans, il y aura certainement de la place à faire pour encore une chose. Ça s'appelle de l'évolution d'un métier et on l'a tous dans toutes nos structures. Et ce qui est très difficile dans les milieux type restaurant, mais je dis restaurant, mais on peut aller voir des garagistes, on peut aller voir tout un tas de types de métiers très traditionnels. Ils ont énormément de mal à switcher sur une évolution de leur métier parce que c'est des métiers qui n'ont pas bougé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et puis c'est des métiers de contact Et aussi. alors, il y a le métier de contact, mais moi aussi j'ai un métier de Ouais, contact. bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'utilise le numérique tous les jours que je suis pas en contact permanent avec ou mes clients ou mes partenaires, ou je suis là aujourd'hui. Et donc, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est souvent ce que d'ailleurs nous remontent nos restos, c'est oui, non mais moi, quel client, oui, non mais l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, on le voit bien, tous ceux qui passent à des solutions numériques, souvent, ce qui revient, c'est ça me fait gagner énormément de temps et du coup, ça me laisse du temps pour bien choyer mes clients quand ils arrivent dans mon établissement, parce que je sais que lui, il est amateur de vin et que du coup, je vais tout de suite lui envoyer mon sommelier parce qu'il a envie d'avoir des conseils sur la bouteille de pinard. C'est exactement le même discours qu'on a avec mon associé sur le budget communication pour un restaurant. C'est-à-dire que souvent, les restaurateurs, ils disent la communication, j'ai pas besoin, machin. Et puis, en fait, c'est quand même un pôle ultra important. Donc, du coup, pour revenir à ma question, toi, donc, dans une de tes vies, tu es développeur quand même. Tu développes des applications notamment. Je suis une restauratrice ou un restaurateur qui vient vers toi en te disant comment je fais pour choisir une solution pertinente face à toute l'offre qui existe aujourd'hui. Comment on choisit quelque chose et comment on ne se plante pas? Alors déjà, il faut faire attention à la présentation de l'application, parce qu'il y en a qui vendent du rêve, concrètement. Il faut vraiment la tester pendant un service, c'est le mieux. C'est prendre l'application, voir le cycle complet. Un exemple, tu parlais de la gestion des stocks. C'est un truc tout bête, mais dans des stocks, il n'y a pas de Wi-Fi. Et avoir une application qui dit « Ah, on vous fait une centralisation des stocks sur un truc dans le cloud. » Et ouais, mais si j'ai pas de Wi-Fi, est-ce que je vais pouvoir le faire en déconnecté et renvoyer les stocks après? C'est un truc tout bête. Ou pareil, est-ce que l'interface est claire? Alors maintenant, on a des smartphones qu'on peut rétroéclairer, ok, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, une interface qui est toute noire dans un stock où il n'y a pas de lumière, c'est tout bête, mais ça va faire perdre un temps fou. Et au final, on aura plus vite fait en fait, de prendre une lampe, un calepin et de le noter, plutôt que d'essayer de checker. Pareil, le nombre de produits dans les stocks. Si on doit scroller pendant X temps pour arriver à trouver le fameux produit qu'on a en face, il n'y a pas un petit système de recherche. Donc il y a le côté terrain en fait, qui est important. Pareil pour les cuisines. Il y a des systèmes pour réception de commandes en cuisine. Si ce n'est pas juste un clic ou un slide pour dire que c'est envoyé, c'est préparé, si on est obligé de taper un truc pour dire c'est bon, ça fait perdre du temps et au final, ça ne rend pas service au restaurant.
Donc je dirais c'est vraiment le tester sur le terrain, c'est vraiment primordial. Parce que les devs, on a tous le même problème, c'est qu'on a des super idées, des super interfaces, c'est joli, c'est digital, mais le monde de la restauration, ça n'a pas besoin d'être forcément très joli ou autre. Les systèmes de caisse, la plupart du temps, ils sont fonctionnels et ils sont pratiques. Et donc, faut trouver vraiment le truc qui ne fait pas perdre de temps, quoi. Ce que tu disais, c'est vraiment primordial. Si on doit passer 1 heure de temps en plus par jour pour utiliser un système qui va centraliser, autant prendre un papier et le faire à la main en ligne, quoi. Un autre point à regarder de manière très 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 claire, c'est pas forcément, enfin, en plus du logiciel lui-même, c'est le support qui va avec. Il est clair et net qu'on peut avoir le plus beau logiciel de la planète sous les mains. Quand on est dans le jus, quand c'est pas notre métier, etc., on a besoin d'avoir un support qui nous accompagne, voilà, et aussi d'avoir quelque chose qui évolue. Moi, il y a énormément de fonctionnalités qui sont aujourd'hui dans notre logiciel. Il y a 2 ans, on n'avait même pas l'idée que ça pourrait y être. Et en fait, aujourd'hui, si ça n'y était pas, notre logiciel ne servirait quasiment plus à rien. Pourtant, on fait le même métier. Donc, un logiciel, aujourd'hui, moi, j'ai 6 développeurs à temps plein qui font évoluer la solution. Et tout le monde me dit, ouais, mais ton logiciel, une fois qu'il est fait, ça va, quoi, ça y est, t'as plus qu'à le vendre. Non, en fait, ça fait 10 ans qu'on développe. Et j'ai une roadmap de développement dont je ne ferai pas le 10e pour les 10 prochaines années. Pourquoi ? Parce que le métier évolue. Donc, un acteur qui va vous sortir une solution comme ça, en disant, ça y est, il y a tout dedans, bah là, il faut déjà se méfier. Voilà. Moi, et pareil, éviter les acteurs qui font tout. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon positionnement. Très clairement, il y a beaucoup de métiers différents. On parlait du click and collect, donc toute la gestion des stocks et de l'encaissement, etc. La réservation. Ça, c'est des métiers qui sont complexes et suffisamment complexes pour occuper une boîte entière. Donc, même Google ne sait pas tout faire. Pourtant, ils ont énormément de moyens. C'est une question d'ADN d'entreprise. Donc, la problématique d'un acteur qui va vous promettre de tout faire en un seul, méfiez-vous, parce qu'il y a forcément un endroit où le bas va blesser. Là, hein. Clairement, typiquement, le gars qui fait et le site internet, et la gestion des stocks, et la résa, et le machin, et le click and collect. Bon, soit on veut un truc très moyen partout, et puis sans évolution, parce que c'est ce qui va aussi poser problème, c'est moi j'ai un besoin poussé dans le click and collect, mais par contre pas très poussé dans le site internet. Je vais appeler mon fournisseur, je vais dire tu vois, j'aurais besoin de ci, ça. Ouais, non mais désolé, en fait nous notre priorité en ce moment c'est le site internet, l'amélioration du référencement des sites internet. Du coup le click and collect il passe à l'as. Et ça c'est quelque chose qu'on observe énormément dans la food tech, hein. Enfin, il y a vraiment à boire et à manger, donc il faut faire. Tu parlais des fournisseurs, il y a un truc qui est important aussi, c'est s'assurer qu'entre l'établissement et ses fournisseurs, ses distributeurs, il y ait les mêmes canaux de communication. Parce qu'on a beau utiliser une appli, si l'appli envoie un mail pour passer une commande, mais que le fournisseur en face, lui, il attend un appel téléphonique à 2h du matin pour la commande du lendemain ou du surlendemain, donc au final, ça arrive régulièrement qu'il y ait des commandes qui passent à la trappe et où au final, un coup de téléphone et c'est réglé. Donc il faut vraiment qu'il y ait une communication qui se fasse aussi entre les acteurs, quoi. Ouais, et l'interconnexion entre les différents acteurs techniques. Hein, tout à l'heure, vous évoquiez les systèmes d'encaissement dans la table ronde précédente. Là. Effectivement, les caisses enregistreuses, il y a un nombre d'acteurs incroyable sur le marché. Et pour pouvoir fluidifier les échanges de données entre les différents acteurs, c'est très compliqué. Donc en fait, il faut, quand on choisit un système, s'assurer déjà qu'il est dans une stratégie d'ouverture, sans même parler éventuellement du fait qu'il soit connecté, mais est-ce que c'est sa vraie stratégie de dire, oui, moi, mon objectif, c'est d'être connecté à un tel. Bon, pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est ma stratégie. Parce qu'il y a des acteurs aujourd'hui de systèmes d'encaissement, hein, j'en connais plusieurs, qui ont une stratégie, on fait tout. Donc, c'est fermé. Donc, ça veut dire que si vous travaillez avec eux, il va falloir qu'ils sachent tout faire. Et bien, parce qu'après, ce ne sera pas possible d'aller voir un autre et dire, est-ce que vous pouvez dialoguer ensemble ? Ce n'est pas possible. Donc, dans le choix de la solution, il faut penser à l'ouverture. C'est quelque chose qu'on connaît dans le milieu du numérique.
Mais en tant que restaurateur, traiteur ou autre, On n'y pense pas on forcément. n'y pense pas du tout à ça. On a plutôt tendance d'ailleurs à chercher une solution Tout clé en en main. Parce que là, par exemple, nous, on a fait notre site internet sur un logiciel et on se rend compte que tous les modules de paiement qu'on a repérés pour faire une e-boutique ou pour rattacher des choses à ce site, ils ne sont pas compatibles avec ce site. Du coup, il faudrait qu'on recommence tout. Et en fait, l'idée de se dire on prend quelque chose tout clé en main, on est tranquille, ça va couler tout seul. Et effectivement, j'entends bien ce que vous dites et je pense que vous avez raison, mais il faut s'y connaître déjà un petit peu. Ouais, C'est pour ça qu'on le dit il faut se maintenant. pencher sur la question, quoi, vraiment. Il n'y a pas forcément besoin de connaissances techniques. Moi, souvent, ce que je dis à mes restaurateurs, c'est vraiment du bon sens. D'une manière générale, c'est du bon sens. Donc, il faut juste se dire qu'est-ce que je ferais dans la vraie vie ou dans... Le numérique, c'est qu'une transposition de ce qu'on fait dans la vraie vie de manière virtuelle. Et donc, pour l'instant, à chaque fois qu'on se pose une question, on se ramène à « je ferais quoi dans la vraie vie ?» Eh ben, je ferais comme ça me permettrait d'avoir un peu plus de possibilités, etc. Et ben à ce moment-là, on s'y penche. Donc, mais c'est vrai que c'est pas simple, je l'entends complètement. Toi, Cédric, justement, quand tu as imaginé My Limonade, il y avait des acteurs qui commençaient à arriver donc, sur ce concept-là de QR code. Comment tu as imaginé la chose pour te démarquer, justement, et pour répondre aux besoins des restaurants? Nous déjà on a essayé d'expliquer que ce qu'on avait imaginé, on l'avait imaginé avant le Covid, donc il y avait d'entrée aucun effet d'opportunisme, parce que clairement il y a eu quand même beaucoup d'opportunisme. Alors effectivement c'était au nom de la bonne santé de tous, donc ça c'est difficile à critiquer, mais concrètement comme disait Antoine, il y a des webmasters qui se sont mis à faire des QR codes en disant je fais le menu digital, mais faire un menu digital passif et puis faire un menu digital qui soit administrable, cliquable et interconnecté avec un logiciel de caisse, c'est un autre métier. Donc moi le premier, je m'étais dit au départ, en 2-3 mois ce sera fait. Ça fait 9 mois et ça commence à peine à être fait. Donc il y a effectivement une difficulté là-dessus, mais en s'adressant je pense aux bonnes personnes, en vérifiant que les gens... après, c'est assez évident. Quand on regarde le logiciel, on voit assez vite s'il a été pensé en intégrant des remarques fonctionnelles métiers et pas juste une belle idée qui était de dire je vais envoyer mes commandes, elles vont atterrir quelque part et puis mes périers viendront plus vite, quoi. Donc c'est là où je rejoins également ce que disait Antoine, de faire attention. Il y a des gens qui arrivent sur le marché, il y a des établissements qui sont en vente actuellement, donc il y a des gens qui vont racheter l'établissement sur des choix, et notamment sur le choix du logiciel de caisse, qui est quand même un peu le point un peu névralgique de l'établissement. Faire attention à ne pas se dire tiens, le commercial était sympa et la caisse est jolie, mais derrière, si vous voulez un terminal tactile, vous êtes obligé d'acheter les pads que vend et puis si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de les prendre au prix qu'on vous indique, l'écran c'est verrouillé, le logiciel de gestion des stocks c'est verrouillé, vous voulez un click and collect, vous êtes obligé de passer par leur système parce que, et puis au final, ce que vous aurez peut-être gagné au départ, en apparence, on va le reperdre 10 fois, enfin on va pas le perdre entre guillemets, mais on peut être surpris, on peut avoir l'impression qu'au final on aura payé au global plus cher que ce qu'on aurait pu avoir. Donc chercher du modulable, chercher de l'évolutif et chercher surtout du fonctionnel métier, quoi, pas du fait à la va-vite qui en apparence répond à la problématique, qui était moins cher et qui pouvait aller plus vite, mais qui sera dans le temps pas une solution pérenne. Juste pour rebondir sur le fonctionnel métier, on avait fait une expérience justement avec My Limonade, un truc tout bête de décorrélation entre le digital et le terrain, le bip. Je te souviens, on a eu un barman en fait qui nous a dit ok, le logiciel est nickel, ça remplit tout fonctionnellement, il manque un truc, c'est le bip dès qu'il y a une commande. Parce qu'il a dit on peut pas voir l'écran et quand on est dans le jus, dans un rush, il faut ce truc sonore. C'est ces tout petits détails qui font que maintenant ça roule super, quoi, et qui font que là ça va vraiment être utile à la personne qui va être sur le terrain. Donc ça, voilà, faut vraiment y faire attention. Donc il faut se lancer dans le digital, mais il faut être vigilant à ne pas signer n'importe quoi parce que le commercial est sympa, comme tu disais. Le prix n'est pas cher. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'au final, ce que disait Juliette, c'est qu'on ne fait pas d'économie. Enfin, on peut croire qu'on fait une économie à l'instant T, mais à terme, peut-être pas du tout.
Donc on parle beaucoup de digital pour se démarquer, mais il y a quand même l'humain qui est au cœur de tout ça. Toi, ça t'a aidé. Il y a quelque chose qui t'a aidé après la crise, en plein milieu de la crise. C'est justement l'humain. Tu peux m'en parler? Alors nous, du coup, dès le début du confinement, on est rentré sur un groupe WhatsApp qui était réuni sous le hashtag SOS Event 31, qui regroupait tous les métiers de l'événementiel toulousain, qui a été initié par les entreprises Miarou, Scandi et d'autres encore, dont les noms m'échappent maintenant. Ça a été un grand soutien parce que leur but était de centraliser d'abord les informations qui arrivaient d'un petit peu partout, mais aussi de les faire remonter et de discuter avec les pouvoirs publics et puis de nous aider là-dessus. Aujourd'hui, ils se sont montés en association dont je fais également partie. Et ils sont là vraiment pour négocier avec les pouvoirs publics et puis pour nous apporter des réponses parce que même s'il y a beaucoup de textes qui paraissent tout le temps, la situation, elle évolue, elle change très vite et on a besoin d'informations constamment pour savoir où on en est, ce qu'on doit faire. Et on a besoin d'être un petit peu guidés. Et comme on était tous un petit peu seuls dans notre coin, ça a eu la possibilité de rassembler tout ce monde-là. C'était assez chouette. Donc ça a été un premier soutien. Le deuxième, c'est on s'est rendu compte qu'on avait vraiment lié des réels liens avec nos clients, nos fournisseurs. Pendant le confinement, on a des clients qui nous ont appelés parce qu'ils s'inquiétaient pour nous, de voir que l'activité de restauration était au point mort. Nos fournisseurs aussi, on s'est serré les coudes les uns les autres. Il y en a qui ne pouvaient plus travailler, d'autres qui ont essayé de passer sur des réseaux de distribution pour des particuliers. On a, nous, transmis leurs offres, on a fait tourner un peu ce qu'on pouvait dans nos réseaux personnels à chacun. Et tout ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir qu'il y avait ce réseau qui était quand même assez solide autour de nous et que finalement, même si on avait l'impression d'être chacun un peu dans notre coin, on était quand même tous ensemble. Et ça a vraiment fait remonter ça et je pense qu'on ressort plus fort de cette crise grâce à ça. C'est vraiment chouette de voir la solidarité dans ces moments-là et de sentir qu'on fait partie d'un tout pour pouvoir redémarrer. Donc finalement, le digital n'empêche clairement pas l'humain. C'est ce que tu disais au tout début. Donc du coup, tes clients qui t'appellent au début du confinement pourtant tu proposes une solution digitale et on t'appelle. Toi, c'est pareil finalement dans ton concept. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer avec Dozer. Donc cette idée d'entraide est liée dans l'association. Ouais, c'est ça, on a beau être beaucoup d'experts dans le digital chez Dozer, on se réunit en vrai, en live, il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute. Même quand on a un outil qui permet de passer des commandes, derrière, il faut connaître la personne. Des fois, il faut aller voir l'exploitation, on en parlait tout à l'heure, pour aller voir le produit vraiment, quoi. Parce que dans la restauration, c'est pas uniquement un service, c'est des aliments, c'est des plats qui sont confectionnés. Donc tout ça, il y a les livreurs aussi, on en parle un petit peu moins. Mais derrière, c'est des gens qui ont une manière de travailler. Il faut voir si ça match déjà aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. Pour conclure, donc on peut dire donc il faut faire confiance au digital parce qu'on l'a vu avec le confinement, on peut plus y échapper maintenant. On fait attention, on va pas n'importe où, on se fait accompagner, on demande des conseils. Mais du coup, donc la reprise, le fait de se démarquer, ça se fera pas sans les clients. C'est-à-dire qu'il y a quand même un fait. Donc on a un secteur en crise aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous le savez, mais récemment, il y a des articles qui sont parus qui disaient que les Français n'ont jamais autant épargné que depuis mars. Alors, c'est clairement pas tous, mais il y en a qui s'en sortent bien. Et je pense que Juliette, tu as quelque chose à dire. C'était un message fort quand on a parlé par rapport à ça, par rapport aux clients. Qu'est-ce que tu dis aux clients aujourd'hui ? C'est vrai que la transition vers le digital, elle est nécessaire. Les clients sont demandeurs aujourd'hui. On le voit vraiment. On a vraiment atteint, je pense, pendant le confinement, la limite des réseaux sociaux et des sites internet vitrines, comme je disais tout à l'heure. Ça suffit clairement plus. Après, sur cette transition, on a besoin d'être accompagné par des professionnels comme vous et comme d'autres, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément notre métier. Aujourd'hui, dans notre secteur de la restauration, de l'événementiel, la situation, elle est dramatique.
Il y a beaucoup d'entreprises qui vont déposer le bilan. Certains sont annoncés, on en attend plein d'autres, c'est sûr et certain. Il y a eu des licenciements, il y a l'apprentissage, on n'en parle pas, mais personne ne peut prendre d'apprenti aujourd'hui, alors que c'est un métier qui s'apprend comme ça, à la base. Et moi, je veux vraiment garder espoir parce que je ne peux pas concevoir qu'on disparaisse. On a besoin dans notre pays d'avoir des rassemblements, d'avoir des restaurants, des événements culturels, d'avoir plein de choses qui nous rassemblent. Et on peut pas, on est tous un maillon de la chaîne et il faut réussir à sauver tout le monde en fait. On peut pas abandonner la moitié des gens parce qu'on n'a pas les moyens de les sauver. Il faut vraiment qu'on arrive à s'en sortir et pour ça, il faut que les pouvoirs publics, il faut que les clients nous fassent confiance. On est des professionnels, on respecte les protocoles sanitaires dans toutes nos prestations. On les respecte parce que c'est la règle, mais aussi parce que, bien sûr, on comprend l'enjeu sanitaire, qu'on a envie de sauver nos entreprises, qu'on a envie de respecter nos clients, nos salariés. Et il faut nous faire confiance pour continuer à organiser des événements, pour qu'on puisse continuer à travailler, à vivre et à sauver nos emplois. Et il faut pas... je pense qu'il ne faut vraiment pas tout arrêter. Et voilà, quand on voit toutes les mauvaises nouvelles qu'on a toutes les semaines, des restrictions d'horaires d'ouverture, des fermetures d'établissements, des mesures de plus en plus contraignantes de distanciation sociale et tout ça, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de travailler quand même, de continuer à vivre. Et si on nous fait confiance pour organiser des événements avec professionnalisme, nous, on pourra garder espoir que ça s'arrange et puis que ça continue, de continuer à travailler tout simplement. Je pense que c'est une belle conclusion. Donc, continuer à aller manger au resto, je pense que c'est important. C'est même un acte engagé maintenant, finalement. Hein. Est-ce que vous avez des questions à poser à un des intervenants ? C'est-à-dire qu'on a tout dit ? Oui. Donc, je répète la question pour la visio. Je pense que je vais me tourner vers toi, Antoine, peut-être, pour cette question-là. Dans la restauration rapide, est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que les autres ? Et si oui, comment ? La restauration rapide a eu... Alors, c'est pas ma spécialité, forcément, hein, puisque moi, je fais de la réservation, donc je suis pas sûr d'être le meilleur placé, même si, bon... on a quand même des connexions avec ce monde-là. Moi, je pense que eux s'en sont plutôt bien sortis, hein, parce qu'ils n'ont pas eu la problématique de devoir accueillir des gens. Donc, il y a eu clairement un boom là-dessus. Pour moi, en fait, sur la restauration rapide, le sujet n'est pas tant le comment ils l'ont fait, mais l'histoire qu'ils racontent, et ça c'était valable avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une restauration rapide qui va être orientée sur du durable, de l'écologie, etc., va être beaucoup plus porteuse que de la malbouffe ou autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que cherchent les gens. Donc c'est ce qui a peut-être été accéléré par cette période-là, mais c'est une prise globale de conscience des gens. Donc c'est pas, j'allais dire, c'est pas la typologie, mais c'est ce qui a fait la différence. C'est que je pense que le gars qui fait très attention justement à ses fournisseurs, à la façon dont il cuisine et à son impact sur l'environnement, et là il a quelque chose à vendre. Après en restauration emportée ou là pour le coup ils n'ont pas de problème, quoi. Il y a quelques contraintes techniques mais qui sont beaucoup plus faibles que de la restauration assise. Ils étaient déjà prêts sur la vente à emporter finalement, donc il n'y a pas eu tout ce process que toi tu as dû mettre en place par exemple. Après, pour vous donner un exemple, hier j'étais chez une boîte qui s'appelle Symbiose qui s'occupe des franchises dans la restauration rapide. Ils bossent par exemple avec New School Tacos, Boom Burger, enfin tout ce qui est on va dire fast food, un petit peu connoté comme tu disais malbouffe, mais en fait pas du tout, quoi. En fait, les gens dès la fin du confinement, ils ont eu énormément envie de se faire plaisir. On l'a vu avec les queues à McDo
où il y avait, il y avait 1 heure de queue en voiture. Et en fait, pendant le confinement, il y a beaucoup de chaînes qu'on en profité pour se dire, bon, bah, quand on va être déconfiné, va plus falloir de contact avec le client, plus de plateau à la main, etc. Donc, ils ont digitalisé un maximum de trucs. Ils sont partis sur le click and collect aussi. Donc, ils sont calés sur tout ce qui était type Burger King ou McDo qui avait déjà des applis où on commande, on va chercher. Ouais, et là, ça a explosé depuis les 3 derniers mois. Là, ça devient incroyable, quoi. Et ils sont contents d'avoir passé le gap. Parce que d'ici normalement 1 mois ou 2, on devrait peut-être avoir un durcissement là, sur les établissements de restauration encore. Donc voilà, il y a des modèles, surtout les franchises en fait, qui en ont profité, qui ont un petit peu plus d'argent que les restaurants rapides qui ont pignon sur rue. Voilà. Après, pour tout ce qui va être food truck, c'est hyper dur de se digitaliser. Il y a pas de, déjà comme c'est quelque chose de mouvant, le click and collect, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Oui. Alors je répète la question. Est-ce que la tour d'argent, donc avec le concept, l'expérience La Tour chez vous, ça a été plus un effet de com ou il y a eu un vrai effet business? Alors, la rentabilité, je la connais pas exactement. Je sais qu'ils continuent de le faire, donc c'est que ça, ils doivent pas perdre trop d'argent sur le sujet. Je pense que ça reste quand même une opération principalement marketing, au sens où ça diffuse la marque. Même si je pense clairement qu'il y a une clientèle pour ça. Alors, clientèle très haut de gamme, parisienne, donc c'est très ciblé. Mais ça va aller effectivement chercher. Alors, on l'a vu pas mal de restaurants à domicile. Alors, j'ai donné l'exemple de la Tour d'Argent, mais chez nos clients, on a pas mal de gens. J'ai même plusieurs restaurants qui ont arrêté de travailler avec nous parce qu'en fait, ils ont complètement changé leur concept. Et soit on mange chez eux, soit ils viennent chez vous manger, vous faire à manger. Et ça, c'est ils viennent manger aussi peut-être. Voilà. Ça, c'est innovant. Je viens, je m'assois. Je suis restaurateur, je vous dis si vous cuisinez bien ou pas. Mais donc, il y a effectivement, il y a quand même cette tendance-là de changer. Alors, je ne sais pas si ça va perdurer encore. En tout cas, il y a 2 semaines, on en discutait encore justement avec eux et ils le font encore. Donc, alors que le restaurant est réouvert. Donc, il y a quand même une tendance de se diversifier en tout cas. Il y a eu d'autres expériences qui ont été menées où justement l'expérience Covid a transformé vraiment le business. Vous disiez justement, il y a des gens qui ont fait évoluer leur modèle. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui ont transformé leur truc et qui avaient un business entre guillemets vieillissant et maintenant qui ont retrouvé du coup la croissance grâce à ces questions? Et moi, j'ai un resto étoilé qui a fermé sa table étoilée et qui s'est lancé dans les sushis haut de gamme. Voilà. Radical, en distribution click and collect. Et est-ce que ça fonctionne? Les 2 premiers mois ont été un véritable carton parce que c'est un resto qui est connu. Il y a de la com aussi autour. Voilà, c'est des gars, ils ont quand même une marque établie. Encore une fois, c'est trop court pour le dire. Il y a des gars qui ont été très violents dans leur pivot. Il y en a qui se sont plus diversifiés. Il y en a qui n'ont pas bougé. Il y a eu vraiment un peu de tout. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont dit tiens, mais il y a quand même d'autres façons de faire de la restauration. Vraiment, il y a eu une prise de conscience. On n'a peut-être pas forcément le recul nécessaire aujourd'hui pour savoir. On voit quand même que click and collect, c'est pas la solution miracle non plus. Il y en a, tout le monde s'est engouffré là-dedans. C'était une vague incroyable. Au final, ceux qui ont réellement gardé click and collect une fois leur établissement réouvert, faut comprendre que click and collect, il faut agrandir sa cuisine. C'est ça le sujet. Ça a été tous les Uber Eats et compagnie vous vendent, vous agrandissez la salle de votre resto. Un restaurateur qui a 2 secondes de jugeote, il dit oui, tu as grandi ma salle, mais tu as grandi ma cuisine. C'est ça le problème, c'est que pour envoyer, en général, les cuisines elles sont dimensionnées par rapport à la taille de la salle. Donc en fait, click and collect, on va pas non plus pouvoir en faire des centaines parce qu'en face, il faut servir une salle. Donc il n'y a pas non plus de miracle. Voilà. Avec des points de... Enfin, pas le click and collect, mais la livraison. Oui.
des points de rentabilité qui, moi j'ai vu des restaurateurs qui, pendant justement la faveur du Covid, ont posé les chiffres et ont regardé à l'arrivée ce que leur coûtait un service de livraison par rapport à leur vraie charge fixe, et qui se sont rendus compte que le jeu était loin d'en valoir la chandelle, quoi, parce qu'il faut quand même ouvrir, et si quand on met tout pour sortir à l'arrivée, on laisse 25 points à qui on sait, mais le grand gagnant de l'opération, c'est qui on sait, c'est pas le restaurateur, hein. Bon, je pense qu'on va conclure sur ça. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, vous savez où les retrouver. My Limonade, Guest Online, l'Ateliette et Dosaf. Merci à vous d'être venus.